un petit déjeuner plutôt tourné sur les questions de cybercriminalité. Alors, je voulais simplement faire une petite remarque et vous allez comprendre. J'ai la conviction, et c'est peut-être très ambitieux, de dire que le Forum Incyber, c'est lui qui tire l'actualité. Regardez, nous organisons le Forum à Lille. Que fait comme Cybermi? Il produit les statistiques annuelles de la cybercriminalité. On fait ce petit déjeuner. Que fait Europol? Il produit son rapport sur la cybercriminalité. Donc je vais maintenant diffuser l'agenda du forum, de telle sorte que chacun puisse se caler dessus et produire en conséquence. Alors, en 2007, justement, je reviens sur le forum, nous avions pris comme titre la cybercriminalité, criminalité du XXIe siècle. Alors pourquoi ce titre? En 2007, à l'époque, je vous rappelle que ça intéressait un nombre très réduit de personnes en France, notamment dans le milieu politique. Très peu de personnes étaient convaincues qu'il y avait des difficultés. Quand bien même on voyait l'ANSSI se profiler, sa création en 2009, déjà demandée par le rapport de Pierre Lasborde, du député. Bon, tout ça en 2007, personne n'en parlait beaucoup. Mais pourquoi la cybercriminalité du XXe siècle? Parce que l'idée que nous avions, c'est qu'il y avait une double transhumance. Celle des délinquants dans le cyberespace, jamais ils ont été aussi près de leurs victimes, jamais été aussi loin de leurs juges, de leurs shérifs. Jamais ils ont un meilleur rapport risque pénal, gain escompté. Et puis une deuxième transhumance, celle des États, qui ont compris qu'il valait mieux envoyer les banderilles numériques sur des États avec qui on est en conflit, plutôt que d'envoyer des canonnières, c'est beaucoup plus discret. Et là on retrouve dans l'espace numérique la criminalité organisée, qui à un moment donné va travailler pour elle, mais qui va aussi travailler comme tiers attaquant, comme tiers payant, au profit d'État. Donc on voit bien que cette double migration nous amène à reconcevoir complètement la notion de criminalité. Et aujourd'hui, et c'est ça le thème de ce petit déjeuner d'aujourd'hui, c'est la cyberisation de la criminalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loi Godefrein de 88, on voyait les attaques qui visaient les systèmes informatiques, ou les infractions qui utilisaient le système informatique comme moyen, comme amplificateur, comme facilitateur. Et là, en fait, on voit que le cybercriminel, le criminel plus exactement, eh bien, prépare son coup avant, comme on dit, il est en télétravail avant de passer à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas peu d'infractions qui ne font pas appel au cyber. D'ailleurs, je crois que l'Union européenne avait dit que 85% des preuves étaient aujourd'hui des preuves numériques, même sur des infractions absolument classiques. Alors, pour en parler ce matin, nous allons un panel tout à fait, prestigieux, avec, je vais les citer dans l'ordre d'entrée en scène, si je puis dire. Et nous aurons Sophie Lambert, ici présente de Comme Cybermi, qui va nous présenter en quelques minutes ce rapport sur la cybercriminalité, en montrant effectivement cette croissance, mais elle le précisera elle-même, on ne sait pas tout à cause du chiffre noir qui est absolument considérable. Ensuite, nous aurons un panel avec Lucille de Beaublanc, je remercie, qui est magistrate à la section J3. Vous savez que c'est la section du parquet de Paris qui est spécialisée dans le haut du spectre en matière de cyber. Et nous aurons le colonel Pascal Pérez, qui lui est à l'unité nationale cyber, F. Pestel, qui est à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris, et puis François Deruty, qui est chez Sequoia, ancien d'ailleurs de l'ANSSI, et c'est intéressant parce que c'est un acteur privé, et on verra pendant ce petit déjeuner combien les acteurs privés prennent une importance. Alors, dans la lutte contre la cybercriminalité. Je vais donc demander à Sophie Lambert de venir parmi nous, à ce pupitre, et je vais lui donner la parole. Évidemment, les participants au panel, s'ils veulent réagir, ajouter quelque chose, commenter, on est non pas dans une séquence avec plusieurs personnes qui interviennent les unes à la suite des autres, mais en fait on est dans un échange, non pas un bavardage, le terme n'est pas bon, mais vraiment on est dans un échange comme si on était dans un dîner où les autres nous regardent en train d'échanger. Voilà.
Sophie, merci à vous. Vous êtes déjà une habituée du forum, donc je vous laisse la parole. Merci mon général, bonjour à tous et à toutes. Alors mon général, du coup, je vais prendre commande pour 2027, c'est quand le FIC? Parce que comme je suis responsable du rapport de la cybercriminalité pour 2027, il faut que je sache quand est-ce qu'il faut que je sorte. Vous n'avez pas les dates encore? C'est pas la candidature? C'est mi-mars. Mi-mars, Oh, c'est plus tôt. c'est plus tôt que cette année? C'est fait exprès. Oh la vache. Bon, il va falloir que je mette mes équipes, quand je vais rentrer, je vais leur dire on a 15 jours dedans les gars. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va poser un petit peu le décor avec, effectivement, alors sur la slide avant, mais vous l'aurez, je pense, vous avez un QR code sécurisé qui vous permettra d'accéder directement au rapport de la cybercriminalité 2026 du ministère de l'Intérieur, donc qui prend les chiffres 2025. Donc vous avez la possibilité de pouvoir observer un petit peu les tendances qu'on a vues en 2025. Et c'est vrai que ce qui nous a un peu surpris, c'est pas tant sur l'augmentation qui est quand même assez importante, hein, 87%, et il y a plusieurs raisons, et c'est vrai que le général le rappelait, déjà il y a de plus en plus de monde qui dépose plainte. Et puis on voit quand même que ça ne cesse d'augmenter parce que ça s'installe, on va dire que la cybercriminalité s'installe, perdure. On n'est plus sur des pics conjoncturels. On aurait pu y penser d'ailleurs quand on a vu 2024. Parce que 2024, les chiffres étaient beaucoup moins. On était à 398 000 plaintes. Et pourtant, on avait des JO. C'était logiquement un moment où on allait prendre une vague. Rappelez-vous, on nous avait annoncé 40 milliards de cyberattaques. On en a eu 548. Des chiffres de l'ANSSI. Et puis surtout, quand nous, on a observé pendant les JO et que sont mis en ordre de bataille pour savoir un petit peu ce qui se passait dans le cyberespace, on a eu 2 pics de cyberattaques. Le premier, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup aimé l'homme en bleu entouré de fruits confits pendant la cérémonie d'ouverture, plus la femme à barbe, tout ça. Donc ça, ils n'ont pas aimé. Puis après, ils n'ont pas aimé que le parquet en cybercriminalité arrête Pavel Durov juste un peu à la fin des JO. Et là, on a pris un pic de cyberattaque parce qu'on avait attaqué le patron de Telegram. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de conjoncturel. Finalement, on va sur une augmentation. Pourquoi? Parce que dans la cybercriminalité, on y trouve beaucoup d'avantages. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'il y a une massification, mais surtout que la cybercriminalité est en train de changer de nature. Et je vais vous expliquer comment. Là, pour vous expliquer, juste un petit peu avant, voilà. Sur les chiffres, on voit une augmentation de 87%, ça c'est sûr, avec ce que je vous ai exposé un peu plus, mais on verra plus en détail après. Le 17 600 atteintes au système d'information, il y a une baisse par rapport à 2024, il y a 19% de moins, mais ça ne veut pas dire que c'est pas moins efficace, au contraire. Surtout ce qu'on observe, c'est que par exemple sur les rançongiciels, on s'est aperçu que les cybercriminels ne voyaient plus trop d'intérêt finalement à partir sur le chiffrement. L'intérêt c'est d'exfiltrer les données et puis de les revendre, surtout sur le dark web. Ça participe à plusieurs choses, déjà parce qu'ils le revendent, c'est une masse financière, mais en plus ça participe à leur réputation. Il faut savoir que derrière il y a un gain de réputation, vous ne le voyez pas vous parce que j'espère que vous n'y êtes pas sur les forums cybercriminels et l'Internet. Et du coup, en termes de réputation, ça leur permet de gagner des points. Et plus évidemment vous êtes connu, plus vous arrivez à faire du recrutement de qualité, et donc plus vous devenez important dans l'écosystème cybercriminel. Là, vous avez sur le côté, mais je laisserai les services de sécurité intérieure et le parquet anti-cybercriminel en discuter, c'est les affaires emblématiques de 2025 qu'on a souhaité mettre en avant dans le rapport, avec notamment la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police et l'unité nationale cyber. Il y a aussi l'office anti-cybercriminalité de la police qui, tous les trois, font d'excellentes affaires tout au long de l'année. Parfois, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas souvent médiatisé, mais il y a un vrai travail dans l'ombre que vous n'observez pas, mais qui lutte efficacement contre la cybercriminalité. Ils vous en parleront certainement. Ce qu'on a observé aussi, c'est une forte augmentation de l'activisme, mais par rapport au contexte géopolitique en particulier. Et puis une évolution des modèles, et là on est effectivement sur l'industrialisation de la cybercriminalité. En fait, ils ont totalement compris le filon, hein. C'est un peu comme la criminalité organisée traditionnelle, dite classique dans le monde réel, que vous connaissez depuis des années. Ils font la même chose dans le cyberespace. Donc vous allez retrouver des spécialistes dans différentes matières, ceux qui vont vendre des accès initiaux, ceux qui vont exfiltrer la donnée, ceux qui vont la valoriser, ceux qui vont la vendre, ceux qui vont être plutôt dans le blanchiment via les cryptoactifs. Enfin, chacun a des tâches. Ils se spécialisent, et puis surtout, ils ont compris aussi aujourd'hui qu'avec l'usage massif des données, vous associez tout ça et vous faites encore plus de dégâts finalement dans le cyberespace. Et puis vous allez voir, on peut passer sur la slide d'après, donc
Là, je vous ai mis à peu près le panorama global hein, de la répartition par rapport à ce que nous, on a observé en 2025 avec le centre d'analyse. Il y a eu beaucoup d'attaques DDoS, en particulier sur les collectivités territoriales qui ont été particulièrement attaquées l'année dernière. Les ventes de données volées, vous le voyez, elles sont particulièrement nombreuses. Alors je sais qu'il y avait une question sur les données, mais je peux vous donner à peu près, depuis novembre, où on voit, enfin, vous le voyez dans l'actualité, il n'y a pas un jour où on ne voit pas une fuite de données, ou un vol de données, on dit plus fuite de données, on dit vol de données quand même. Il faut quand même rappeler qu'il y a un vol à la base. Et il y a une sacrée augmentation depuis novembre, notamment les fédérations, ça a été un peu le début, puis maintenant vous voyez qu'il y a beaucoup de sites d'administration centrale qui sont aussi hackés. Et depuis novembre jusqu'à mars à peu près, c'est quand même 3 attaques sur 4. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que finalement, la donnée pour les cybercriminels comme pour la criminalité organisée traditionnelle, c'est de l'or noir pour eux, c'est leur matière première aujourd'hui pour faire leurs actions. Donc c'est un filon, ils ont très bien compris, et donc on observe effectivement une augmentation, une massification des vols de données. Le rançongiciel est toujours présent, mais comme je vous l'ai dit, avec une évolution. Au départ, on était sur du chiffrement, aujourd'hui on n'est plus. En plus, parce que les entreprises commencent aussi à avoir quand même une certaine hygiène numérique avec les sauvegardes. Donc en fait, à partir du moment où ils font leurs sauvegardes régulièrement, quand bien même on vient chiffrer leur système d'information, ils ont la possibilité de récupérer avec quelques pertes de données, mais pas énormément pour rebondir et reconduire leur activité. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il valait mieux exfiltrer la donnée et faire du chantage sur la diffusion. Les intrusions dans un système, dans les systèmes de supervision, de pilotage, de réseaux de type télécom, énergie, l'eau, voilà, on en observe de plus en plus parce que ça peut avoir des conséquences physiques. On pense aux barrages hydrauliques, on pense à tout ce qui est énergie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils commencent à être de plus en plus pressants parce qu'ils ont bien conscience de ce que ça peut occasionner comme dégâts. Et puis donc là aussi, il y a une recherche de réputation, en plus du dégât physique. C'est aussi pareil dans le monde de la santé. On pense à l'énergie, on dit aussi le monde de la santé. Et puis il y a une réduction des défigurations de sites internet. Alors il y a toujours un peu d'idéologie, hein, des gens qui veulent faire passer des messages, notamment avec les contextes en Ukraine et au Moyen-Orient. Donc c'est toujours un moyen de s'exprimer en faisant de la défiguration de sites internet. Les ventes d'accès initiaux, mais ça évidemment, ça a une plus-value pour aller derrière dans le vol de données. Et puis le doxing, on en a vu un peu, particulièrement pendant les élections, où les personnalités politiques étaient attaquées en termes de doxing. C'est-à-dire, le doxing, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est capter le maximum d'informations sur les gens, qu'on arrive à trouver en source ouverte sur les réseaux sociaux, et d'en faire tout simplement un moyen de salir la réputation, de donner des éléments sur une personne pour qu'elle puisse être ciblée par d'éventuelles personnes qui seraient intéressées pour... Voilà. Ça a été un peu le cas, par exemple, pour la brigade anti-pédophile, qui est connue aussi pour faire du doxing et dénoncer des gens qui seraient dans cette branche de pédophilie. Et puis le problème, c'est que derrière, sans que ça soit vérifié, ces gens-là font l'objet de menaces, d'actions physiques, alors que voilà, les données ont été données par ces gens-là, par cette brigade anti-pédophile, et puis derrière, il peut y avoir des conséquences physiques pour les gens qui sont ciblés, sans que les personnes aillent vérifier la véracité des données qui sont données. Vous avez donc, c'est surtout, comme je vous disais, l'activisme, et évidemment toujours le motif financier qui prime. Et puis, vous voyez, sur les victimes, c'est surtout les collectivités territoriales, les administrations centrales, la sécurité publique, qui est particulièrement visée parce que c'est là où il y a la donnée la plus riche, la plus intéressante pour les cybercriminels. Alors, merci l'intelligence artificielle, hein, parce que comme les cybercriminels, nous utilisons l'intelligence artificielle. Je me suis permise de vous faire cette slide pour vous montrer un petit peu ce qu'on observe. Alors, c'est vrai qu'il y a le poids des mots. On parle beaucoup de cyberisation, d'ubérisation, d'hybridation. Je vais vous expliquer ça. Donc là, il y a deux mondes. Et les deux mondes, c'est nous qui les avons créés. Hein. C'est nous qui, collectivement, avons décidé qu'il y avait le monde physique avec la criminalité traditionnelle classique, et puis la cybercriminalité dans leur monde à eux, numérique, cyberespace. Voilà. Sauf que, force est de constater qu'ils s'entremêlent aujourd'hui. Ils s'entremêlent pour être plus efficaces, plus performants, plus rapides. Et donc, dans la criminalité organisée, on a parlé de cyberisation. Effectivement, ils ont oublié d'être bêtes, et puis ils utilisent les outils numériques. Ils utilisent les outils pour faire des actions, ça va être par exemple les escroqueries, ça va être aussi organiser leur trafic de stupéfiants, par exemple,
sur le dark web, mais ils vont aussi utiliser le numérique pour faciliter leurs actions. Et là, on est sur du criblage, du ciblage des personnes. On va voir un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On pense aux influenceurs, on pense voilà, tous ceux qui mettent beaucoup de données sur les réseaux sociaux et qui permettent finalement aux cybercriminels, enfin à la criminalité organisée, pardon, de mieux cibler en tout cas la personne en se disant bon lui c'est une personne intéressante parce qu'il a une Rolex, il s'est affiché avec une Ferrari, enfin on peut tout imaginer, mais grosso modo la cyberrésistance c'est ça, j'utilise les outils numériques pour rendre mes actions réelles plus, plus intéressantes et surtout le gain plus important. Parce que je sais qui je cible. Et ça, grâce au numérique, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le numérique. Comme je vous l'ai dit, la donnée, c'est la matière première des criminels, qu'ils soient dans le physique ou dans le numérique. Côté cybercriminalité, on parle d'ubérisation. L'ubérisation, c'est l'industrialisation, ni plus ni moins, de ce qu'ils ont réussi à mettre en place. C'est-à-dire, ils se sont spécialisés dans les tâches, et puis plutôt que de garder ça pour eux, finalement, c'est du crime as a service. C'est-à-dire, moi je suis un spécialiste de la vente d'accès initiaux, moi je peux vous louer un malware, moi je peux vous donner les codes d'un rançon logiciel. Enfin, voilà, c'est le service à la carte, et là on est dans l'ubérisation. Mais on s'aperçoit que ça communique, parce que la criminalité organisée qui utilise les outils numériques et la cybercriminalité qui est dans l'ubérisation pour vendre ses accès, évidemment, ils communiquent entre eux, ils communiquent sur quoi? Sur les messageries chiffrées, sur les forums, il y a plusieurs endroits où ils peuvent communiquer entre eux. Et finalement, quand ils s'aperçoivent des compétences qu'ils peuvent avoir ensemble, on appelle ça l'hybridation. C'est-à-dire que les modes d'action s'entremêlent. C'est-à-dire que, par exemple, et je pense que ce sera abordé le cryptorapt, je veux cibler quelqu'un en particulier sur les cryptos, où je peux avoir des informations sur lui, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, sur des recoupements de fuites de données, par exemple, pour mieux cibler la personne et être beaucoup plus efficace sur le terrain. En gros, le clavier prépare ce que le terrain exécute. Mais l'inverse va exister très rapidement, et ça l'est déjà. Le terrain préparera ce que le clavier exécutera. Et donc là, vous voyez bien que ces deux mondes que nous avons estimés séparés s'entremêlent, et vous verrez que très bientôt, nous n'aurons plus de frontières. Ça commence déjà à être assez le cas. Vous avez toujours des spécialistes de cybercriminalité pour les attaques DDoS, ça reste que du numérique, que du cyberespace. Et vous avez toujours la criminalité organisée classique, du cambriolage un peu opportuniste et tout ça. Mais vous verrez que très rapidement, ils vont parfaitement se joindre et on sera plutôt dans un continuum de criminalité où la cybercriminalité sera une des composantes de la criminalité organisée, voire le bras armé de la criminalité organisée, parce que dans le cyberespace, vous avez tellement de données qui peuvent être intéressantes pour la criminalité organisée classique, qui vont forcément trouver un intérêt, ils vont s'associer de plus en plus, ils vont savoir qu'il y a des talents dans chaque monde, et donc du coup, vous allez avoir un continuum, et vous allez avoir une criminalité organisée, contemporaine, on va dire, beaucoup plus évoluée, grâce à la cybercriminalité, à tout ce qu'on peut voir dans le cyberespace. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que vraiment aujourd'hui, et on voit que chacun essaye de tirer avantage de ce qu'ils arrivent à faire. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez la criminalité organisée qui va aller chercher dans le cyberespace des talents en crypto-monnaie, en recoupement de données, pour pouvoir, eux, améliorer leur capacité d'action dans le monde réel. Et la donnée, finalement, elle reste au cœur de tout ça. Bon, ça pose le décor. Merci beaucoup, Sophie. Mais on n'est pas en difficulté parce que, finalement, derrière, vous avez de grands services qui œuvrent justement pour lutter efficacement contre ça. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce petit déjeuner. Merci, Sophie. Vous pourrez revenir, bien sûr, au moment des questions. Je propose à notre panel, avec Mélissa, bien sûr, qui va animer avec moi, mais bien sûr, Lucille, Ève, Pascal et François, de venir prendre place. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, ce petit déjeuner. Naturellement, Sophie, si vous voulez intervenir, vous pourrez toujours. Voilà. Donc, le principe, c'est vraiment l'interactivité. Voilà. Donc, nous allons commencer ce panel qui va, en quelque sorte, illustrer ce que vient de présenter de manière très générale
Sophie, avec, et ça, je pense que vous en êtes conscient, c'est quand on voit en 5 ans 85% des affaires, enfin, la croissance de 85%, c'est évidemment la croissance des affaires connues. Or, dans le domaine de la cybercriminalité, il y a un chiffre noir considérable, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre les infractions telles qu'elles sont vécues par les victimes et les infractions telles qu'elles sont connues par les services de police, de gendarmerie ou par la justice. Donc là, c'est aussi une vraie question qui se trouve posée, et on en saura plus sur la cybercriminalité le jour où il y aura une tendance naturelle à déposer plainte lorsque on est victime d'un fait. Et, pardonnez-moi, mais c'est mon souvenir de conseiller de ministre de l'Intérieur, tant que vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas de prise de conscience politique. C'est parce qu'un jour, on a eu 1 500 000 Français qui ont été touchés par la carte bancaire que les politiques ont commencé à trouver que c'était un vrai problème. Tant qu'on ne dira pas aux politiques, regardez à quel point la cybercriminalité est devenue un phénomène inquiétant, il n'y a pas de véritable politique qui pousse les ministères à augmenter sensiblement leurs capacités. Je lisais dans la presse l'autre jour des magistrats disant qu'on allait vers un tsunami numérique. Ben oui, mais c'est pas... Je me souviens qu'en 2004, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, il y avait 2-3 magistrats qui s'intéressaient au sujet et qui déjà le pensaient. Voilà, donc j'arrête parce que je vais trop parler. Et donc on a parlé de cyberisation, d'ubérisation, d'hybridation. La première question, je vais la poser à Pascal Pérez concernant justement les crypto-rats, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment. C'est même une magistrate du tribunal judiciaire de Grenoble qui a été enlevée avec sa mère dans un cadre de crypto-rat. Qu'est-ce que c'est qu'un crypto-rat? Comment ça se déroule? On va dire, quelle est l'autopsie qu'on peut faire du phénomène depuis le début jusqu'à la fin? Oui, mon général. Bon, mesdames, messieurs, donc effectivement, je vais évoquer un peu à grands traits, effectivement, la manière dont se déroule, dont s'organise un crypto-rapt, et puis rappeler quelques éléments, puisque c'est un phénomène assez récent, qui remonte, pour la gendarmerie, les premiers faits constatés, c'était 31 décembre 2024. Donc actuellement, la gendarmerie, au sein principalement de l'unité nationale de police judiciaire nouvellement créée, et puis des SR locales qui sont chargées des investigations également, on compte 23 dossiers qui sont en cours d'enquête actuellement. Effectivement, alors ça part, c'est assez opportuniste aussi, puisque vous le savez, depuis le 1er janvier 2026, les particuliers ou entités ou autres sont dans l'obligation de déclarer les valeurs en crypto-monnaie qu'ils détiennent à l'administration fiscale. Donc il y a des entreprises qui se sont mises sur ce champ d'activité et qui aident les particuliers, effectivement. Ces entreprises, je peux en citer une, mais il y en a beaucoup d'autres, peuvent être victimes de fuites de données. Il y a eu notamment Valtio, mais il n'y a pas que Valtio, etc. Ceci concaténé avec de l'OSINT, comme savent en faire certains spécialistes au service de la criminalité organisée, ça permet de définir des cibles, de profiler des cibles, de connaître les domiciles, etc., la composition de la famille, et à partir de là, effectivement, on peut constituer un crypto-rapt. Donc, initialement, les gens qui étaient investis dans la crypto-monnaie et qui détenaient des portefeuilles importants ont pu être enlevés, séquestrés, donc sortis de leur domicile, séquestrés sur une période de 2 jours, mais là, c'est également prendre des risques, puisque effectivement, dans le cas de David Balland sur le dossier Ledger, le temps des investigations en l'espace de 48 heures, les ravisseurs ont été localisés, ils étaient séquestrés, mari et femme, sur 2 lieux différents, et les ravisseurs ont pu être interpellés. Là, c'était un risque supplémentaire qu'ils ont pris, mais depuis, ils ont évolué encore dans leur manœuvre, puisqu'ils le font à domicile, donc ils font pression sur la famille, ils usent de violence, il ne reste que 2 ou 3 heures, les forces de l'ordre n'ont pas le temps d'être alertées, l'affaire se règle, on demande au titulaire du portefeuille de virer des fonds en crypto-monnaie, en l'espace de 2-3 heures, c'est effectué, derrière il part, il quitte, ils embarquent l'ordinateur, etc., ou tous les accessoires,
Et puis effectivement, l'affaire, elle est très rapidement jouée et les investigations sont encore plus difficiles. Alors effectivement, ils s'organisent parce qu'il y a une répartition des tâches qui est faite. Il y a des gens qui vont cibler effectivement les cibles à raison de leur profil familial, on va dire, de leur valeur en crypto-monnaie, de l'endroit où elles habitent, de leur domicile, etc. Et puis après, il y a un commanditaire souvent qui est au bout du téléphone pour la main-d'œuvre et qui est sur place. On a des gens qui agissent dans des endroits de France dont ils ne sont pas originaires. Allez, on va dire le cas général le plus fréquemment rencontré, il s'agit de personnes qui se situent en région parisienne, qui sont recrutées via les réseaux sociaux, qui parfois ne se connaissent pas entre elles. Donc on est loin des gens qui ont évolué dans la criminalité et qui, in fine, parce qu'ils ont monté les différentes échelles dans la criminalité organisée, vont braquer un fourgon et qui se connaissent particulièrement et qui se voient physiquement. Là, ce sont des gens qui sont recrutés de manière autonome, via les réseaux sociaux. On leur fixe un lieu de rendez-vous. Parfois, ils ne savent même pas pour quelle action ils vont se déplacer. Et ils apprennent tout au fur et à mesure. Dans l'affaire David Ballan, c'était vraiment caractéristique. On a d'autres personnes, s'il s'agit de séquestrer dans un lieu tiers, qui vont être chargés simplement de réserver les hébergements via Airbnb ou Booking.com. On en a d'autres qui seront utilisés dans la manœuvre de blanchiment, puisqu'effectivement, il faut des spécialistes en blanchiment également. Donc, en fait, il y a toute une division des tâches avec des commanditaires qui sont au téléphone à la manœuvre et qui, souvent, sont à l'étranger, dans des pays pas forcément les plus coopératifs. Que ce soit, on peut en citer quelques-uns, Algérie, encore plus difficile, mais Maroc, etc. Dubaï ou autre. Voilà à peu près l'économie générale des crypto-apps et effectivement ça a été rendu très populaire et nous on en est à 23 effectivement. À certaines périodes il y en a un par semaine. Voilà ce que je peux dire en première approche. On a compris les victimes, elles ne sont pas choisies au hasard. Vous voulez revenir un petit peu plus en détail peut-être sur le ciblage qui est permis notamment par les données qui ont été volées? Alors, Sophie a quasiment tout dit, mais bon, en 2024, jusque-là, personne ne s'intéressait trop à la donnée. Et depuis 2024, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une accélération, qu'on se trouve face à un phénomène, c'est que désormais sur le dark, voire même sur Internet, on trouve des agrégats de données qui sont quasiment accessibles à tout un chacun. Et je vous laisse imaginer effectivement celui qui a accès aux données de la Fédération de tir, par exemple, puisque nous avons eu ce dossier, que peut-il en faire, si ce n'est utiliser ces données pour accéder à des armes. Et donc on retrouve encore une fois, comme l'a décrit tout à l'heure Sophie, cette connexion avec le crime et voir le crime organisé au haut du spectre. Donc dans ces cas-là, c'est la réactivité de la victime initiale qui nous inquiète et qui est très importante parce que, pour reprendre l'exemple de la Fédération française de tir, heureusement qu'il y a eu cette réactivité de leur part, qu'ils ont alerté leurs adhérents et les autorités. Donc bien qu'il n'ait pu empêcher ce qui s'est passé derrière, cette réactivité a été très importante et dans les crypto-rapts, c'est ce qui nous a manqué, comme l'a dit mon collègue, le colonel Pérez. Et Lucille, quand vous recevez un dossier de ce type chez J3, qu'est-ce que ça change par rapport à un enlèvement classique, que ce soit en termes de délai, par rapport au droit pénal, etc. Qu'est-ce que ça change concrètement? Sur les enlèvements crypto, c'est peut-être un peu en amont plutôt que nous, ça a changé notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que, comme le disait Madame Pestel, il y a quelques années, les vols de données, c'était pas forcément la priorité. Maintenant, c'est devenu une vraie priorité pour la section J3 du parquet de Paris. C'est-à-dire non seulement on se saisit beaucoup plus systématiquement et on saisit très rapidement un service d'enquête pour enquêter sur ces vols de données. Mais surtout, on ouvre des enquêtes, et j'entendais tout à l'heure qu'il faut inviter à déposer plainte, etc. Évidemment, il faut le faire, mais on ouvre des enquêtes, y compris quand il n'y a pas de plainte. C'est-à-dire qu'on est alerté par tout un tas de canaux. Je pense notamment au ComCyberEmi qui fait une veille sur tous les réseaux et qui nous communique maintenant quotidiennement. Avant, c'était de manière hebdomadaire, maintenant, il nous communique quotidiennement les revendications de vol de données qu'ils découvrent sur Internet. Et nous, on les étudie, on les recoupe et on les envoie en enquête vraiment très régulièrement sur la base du simple signalement du ComCyberEmi et à charge pour les services d'enquête de prendre attache avec les victimes, etc. Alors c'est très lourd pour les services d'enquête parce qu'il va falloir aller solliciter une victime qui parfois n'était pas encore au courant même de l'existence de la fuite de données.
mais on fait aussi ça sur les signalements de la CNIL. C'est une obligation quand même pour les entreprises de signaler à la CNIL quand ils ont subi un vol de données. Et la CNIL nous retransfère également un certain nombre de signalements les plus importants. Et sur la base de ces signalements de la CNIL, on saisit là encore les services d'enquête pour qu'ils puissent mener ces investigations. Parce que comme vous l'avez dit, ça va au moins nous permettre déjà d'essayer de, on y reviendra sans doute après, d'identifier toutes ces personnes qui sont à l'origine des fuites de données, et puis aussi de travailler sur la véracité de cette fuite, de pouvoir éventuellement faire de la prévention derrière. C'est ce qui s'est passé pour la Fédération française de tir. La Fédération française de tir, c'est pas abstrait en fait. Il y a eu le vol de données de la Fédération française de tir et dans la foulée, dans la semaine qui a suivi, il y a eu plusieurs faits qui se sont déroulés au domicile des victimes, qui étaient ciblés à raison de leur âge, donc des personnes âgées qui ont été visitées par des voleurs et des escrocs et qui ont été s'emparer des armes qui étaient au domicile. Dans la vol de données de la Fédération française de tir, il y avait le nom, le domicile et les armes détenues par la personne. Donc là, c'est très clair et ça a été très très visible que à la suite de ce vol de données, ces données-là ont été utilisées pour commettre des vols d'armes. Et donc très vite, on a réagi avec la gendarmerie, la BLDC et cybermalveillance et la Fédération française de tir pour alerter toutes les personnes qui avaient été ciblées et leur donner un mode opératoire sur comment éviter le vol, l'escroquerie, bien penser à prévenir le commissariat ou la gendarmerie dès qu'il y a quelque chose de suspect, etc. Donc cette action de prévention a été très importante. Merci. Alors, moi j'ai une question, alors peut-être qu'elle est prématurée, elle devrait venir à la fin. Quand on reprend l'histoire un peu de la cybercriminalité versus le droit pénal, en 78, traitements illégaux de données à caractère personnel. En 80, ce sont des délits. En 88, la loi Godefroy, pénétration, maintien frauduleux, comment dirais-je, entrave, exfiltration de données, délit. Certes, le quantum de la peine a chaque fois augmenté. Si on veut trouver un crime cyber, on va éventuellement le trouver dans le cyberterrorisme, le livre 4, où dit si vous avez commis une infraction à la loi Godefroy dans un but de terrorisme, alors c'est un crime cyber, ou alors le sabotage, enfin c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a un droit pénal qui est adapté à ces nouveaux types d'infractions? Ou alors, par exemple, est-ce qu'il faut dire, alors on va à la fois viser un traitement illégal de données, une pénétration frauduleuse et l'exfiltration de données, et puis comment dirais-je, le fait d'enlèvement de personnes, séquestration, est-ce que ce sont des infractions qui vont s'ajouter, ou est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, la séquestration facilitée par des moyens numériques, là, on est dans la circonstance aggravante. Je suis désolé, je suis un petit peu technique en droit pénal, mais est-ce qu'aujourd'hui, notre droit pénal est bien adapté à cette évolution? Alors, je comprends très bien votre question. Effectivement, il y a les infractions purement cyber d'un côté, mais ce qu'on relève très souvent, et dans toutes ces enquêtes, dès lors qu'on établit que la personne qui a commis l'infraction cyber était au courant que ça allait être utilisé pour une infraction de droit commun, on vise aussi la complicité. Ce qui nous fait des qualifications criminelles, ce qui aggrave considérablement la peine en cours. C'est-à-dire que pour les crypto-rapts, si on trouve un hacker qui a vendu les données en sachant que ça serait utilisé pour commettre un rapt, évidemment, on visera la complicité de ces infractions. On le fait très régulièrement, oui, on a quand même vraiment pas mal de procédures. On pourrait avoir les vols de la Fédération française de tir, complicité de vol avec arme, ou ça c'est de nature criminelle, etc. Ce qu'on a créé récemment aussi, et qui nous permet de mieux appréhender tout ça, c'est l'infraction de plateforme, parce que quelquefois le lien est trop distendu, c'est un peu technique, entre la personne qui met les moyens à la disposition des criminels, donc la personne qui fournit, qui aurait une plateforme en ligne. Prenons l'exemple par exemple de la plateforme Coco, donc la personne qui, sur sa plateforme, permettait la mise en relation entre des proxénètes et des clients, la relation entre les violeurs et des personnes, voilà, des victimes, ou alors en tout cas, donc la plateforme Coco que tout le monde connaît bien,
fait d'administrer cette plateforme est passible d'une infraction pénale qui a été créée assez récemment, qu'on améliore petit à petit parce que c'est assez compliqué qu'elle puisse vraiment englober tout le spectre, mais on ne pouvait pas forcément établir spécifiquement que la personne qui administre la plateforme est vraiment au courant de ce que vont commettre les clients de la plateforme. Du coup, on vise cette administration de plateforme en ligne qui nous permet d'appréhender un certain nombre de situations. Donc cette évolution législative a été très utile pour nous. On a encore des petits points techniques à améliorer sur cette infraction-là. Mais... Merci beaucoup. Alors, on a vu avec Pardon. Ah oui, vous voulez réagir, oui. Au-delà du droit pénal français, je dirais que les enquêteurs, quels qu'ils soient, aussi se sont adaptés et ont fait leur petite révolution. Et moi, je suis très heureuse de dire que, justement, dans les séquestrations crypto, depuis les affaires Ballan, on collabore. Les trois forces, enfin toutes les forces de sécurité intérieure sont vraiment en action totale et on a fait notre petite révolution. Et croyez-moi, plus personne ne prend le cyber pas du tout au sérieux. Nous sommes vraiment impliqués et la collaboration est vraiment totale, et d'où les succès récents qui, encore une fois, ne sont pas toujours médiatisés sur toutes les interpellations des équipes de ces séquestrations crypto. Et je vous dis, c'est vraiment impressionnant comme chaque enquêteur a fait sa petite révolution et s'est mis à cet aspect cyber. Alors, puisque vous avez le micro, vous allez le garder parce que c'est à vous que je vais poser maintenant la question. Derrière ces crypto-rapt, on voit bien qu'il y a de l'exfiltration de données qui a été exploitée. La BNDC, pardon, je dis la BFT, la Brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris. Je rappelle que c'est une entité qui relève du préfet de police et qui a compétence principalement sur tout le territoire de la préfecture de police, Paris, la Grande Couronne. Et parfois nationale, puisque nous agissons... Oui, puis même, voilà, puisque vous êtes intervenu, je crois, à Marseille, me semble-t-il, sur une affaire qui concernait la communauté urbaine de Marseille, enfin la métropole de Marseille. Voilà, donc, c'est une petite parenthèse pour la BNDC. Derrière ces exfiltrations de données, qui est derrière? Alors, on vient de voir avec la NTS, c'est un gamin de 15 ans, récemment sur les ministères de l'Intérieur, l'infiltration du ministère de l'Intérieur, on a vu que c'était un homme, enfin, a priori isolé. Est-ce qu'on a affaire à des petits génies en culotte courte, ou est-ce qu'on a affaire à des groupes qui utilisent justement des petits génies pour mieux exploiter ces données et après s'en servir pour d'autres fins? Je suis un peu fan du rugby, donc il y a une génération montante en rugby. Bah là, on pourrait plutôt parler de génération inquiétante. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, le hacker, si on peut dire ça vulgairement, est très jeune. Nous avons affaire à des jeunes vraiment assez impressionnants. Pour être allé encore récemment, on en a attrapé un, ça faisait 7 ans qu'il n'était pas sorti de sa chambre, il dormait à même le sol. On a eu peur quand on l'a sorti à la lumière. Donc oui, ça a 15 ans, 15, 20 ans. Parfois autodidacte, parfois des connaissances en informatique, mais parfois autodidacte. Et croyez-moi, c'est la génération vraiment inquiétante. Et souvent, ces jeunes ont des troubles psychologiques. Donc peut-être une étude sociologique serait amenée sur nos délinquants en culotte courte, comme vous dites. Et c'est vrai que nous sommes assez inquiets puisqu'ils sont très prolifiques et surtout en constante évolution. Peut-être la très bonne nouvelle quand même, c'est que là, sur les dernières fuites de données, on parlait de cette grande explosion depuis le mois de novembre. On a interpellé, enfin dans la plupart de ces affaires, on a identifié l'auteur qui était à l'origine de ces fuites de données. Toutes les fédérations, c'est une très belle interpellation de la BLDC qui a mené une dizaine de jours, le ministère de l'Intérieur, la NTS, etc. finalement. Et puis avant, Free, France Travail, on a vraiment identifié au final, quand on fait le bilan, quand ils sont français, les auteurs d'une grande partie de ces fuites de données. Après, c'est vrai qu'ils sont... Alors, ils sont pour quelques-uns très forts en informatique, pour quelques-uns pas du tout, parce que finalement il suffit d'acquérir un identifiant mot de passe sur Internet et d'avoir une bonne communication et on devient, entre guillemets, voleur de données professionnel avec une très grosse réputation sur les forums cybercriminels. Donc il y en a qui sont très forts, il y en a qui ne le sont pas du tout. Je ne sais pas lesquels sont plus inquiétants. Il y en a qui sont... la plupart sont très jeunes et la plupart ont un trouble de la sociabilité, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, enfin la plupart, une grande partie. Ils sont déscolarisés, avec parfois des traits un peu autistiques, etc. Donc ça, c'est quand même une caractéristique qu'on retrouve régulièrement et qui serait intéressante effectivement de creuser. Ils sont quand même... parce que quand on dit ça, ça donne un peu l'image
d'un délinquant qui ferait ça simplement pour son estime personnelle, etc. En réalité, c'est qu'on voit aussi qu'ils sont intéressés par l'argent, pas tous, mais pour une bonne part d'entre eux. Ils monnaient ça très cher et ils se sont fait des grandes fortunes en crypto-monnaie. Voilà, c'est quand même tout c'est pas un profil unique, c'est quand même assez variable ces profils des auteurs de vol de données. On sait comment sont évalués les prix des bases de données. Enfin, c'est comment. J'imagine que vous avez accès à tout ça. Enfin, on ne sait pas, mais il y a un ordre d'idée, peut-être. Oui, moi j'ai des ordres de grandeur. D'abord, pour rebondir sur ce point, je voulais juste dire que nous, on regarde beaucoup. Ils recrutent sur le dark web ou dans différents forums. Ils ont des offres d'emploi, ils cherchent les groupes organisés quand on recrute des gens. Nous, on regarde beaucoup ça parce que si je cherche quelqu'un qui a une compétence en langage informatique de tel type, c'est sûrement que le prochain code malveillant sera dans ce même langage, donc moi ça m'aide à détecter. Et tout ça pour dire qu'on voit beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ce genre de choses, qui sont dans la précarité. C'est-à-dire c'est pas des gens qui sont... On n'a pas une vocation cybercriminelle, on ne devient pas mafieux depuis tout petit, mais on voit une frange de personnes qui disent « moi j'ai du mal à boucler mes fins de mois, il y a beaucoup de ressources pour que j'apprenne à conduire une attaque, tout simplement que je fournisse mon PC comme ressource informatique pour un déni de service. Je ne vais pas gagner beaucoup d'argent, je vais gagner un peu. » Et on voit des gens qui posent des questions pour savoir combien ça rapporte. Est-ce que je peux être formé rapidement? Qui ne sont pas tout à fait le même type de profil, mais qui sont aussi inquiétants, parce que ça traduit déjà quelque chose de notre civilisation au sens large. Mais c'est des gens qui font ça pour dire je vais peut-être gagner plus d'argent facilement et nourrir ma famille, alors que j'ai pas spécialement envie de commettre des crimes au quotidien, mais c'est la seule chose qui me reste. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça nous inquiète beaucoup aussi quand on voit ce genre de profil émerger. Et pour répondre à ta question sur les ordres de prix, il n'y a pas d'ordre établi, mais il y a des forums, par exemple, quand on vend un compte personnel, c'est-à-dire je vends tes identifiants mot de passe à Netflix, je garantis qu'ils sont fonctionnels. Il y a beaucoup ça maintenant, ils garantissent avec un tampon à la TripAdvisor, ces mots de passe, j'ai testé il y a une semaine, ça marchait encore. Donc c'est les vrais. Je vais pouvoir vendre unitairement 2 ou 3 mots de passe de tes comptes avec l'adresse mail, on va pouvoir vendre ça entre 20 et 40 $. Et puis après, quand on compile des grosses bases de données, là, on a un effet d'échelle à 10, 15 000 $ si c'est des vraies données. Mais unitairement, on voit des comptes qui sont valides entre 10, 40 $, c'est le prix à peu près unitaire. Il ne faut pas oublier que ces comptes-là, ils peuvent être vendus plusieurs fois. Donc, je vais d'abord les vendre à quelqu'un qui va faire un déni de service, une fuite de données. Après, peut-être qu'un attaquant étatique va se dire mais cette personne-là, elle bosse dans un truc qui m'intéresse. Peut-être aussi racheter ce compte-là. Et pour revenir sur le point tout à l'heure de la structuration, un parallèle plus global, mais quand on se structure, qu'on taylorise son travail, qu'on se spécialise par équipe, généralement c'est que ça fonctionne, donc c'est que c'est lucratif et que c'est un modèle en croissance. Oui, Pascal. Oui, je voudrais rebondir un petit peu effectivement sur les services qui peuvent être vendus sur Internet via des forums, etc. Et on trouve de tout, effectivement. Il y a ces gens qui vont capter de la donnée et effectivement voler de la donnée et la mettre à disposition, voire l'agglomérer après, la concaténer, etc. Et ça fait des bases de données qui sont très précieuses par la suite. Mais également, vous avez tous les types de services qui sont proposés via l'Internet, quoi. Vous proposez vos services pour commettre un homicide, un règlement de compte, pour aller impressionner et mettre le feu devant la porte d'un appartement, comme pour être guetteur. Et alors, vous avez des gens qui recherchent de la main-d'œuvre et des gens qui proposent leurs services. Et ils se rencontrent, effectivement, sur ces forums, sur le dark, etc. Alors, en fait, moi, la question que je me pose quand on parle de ces data leaks, ces fuites de données, ces fuites non accidentelles, qui sont des fuites volontaires, est-ce que, on l'a vu avec la NTS, est-ce qu'on est finalement assez bien protégé? Est-ce qu'on se protège suffisamment contre ces exfiltrations de données? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sursaut? Aujourd'hui, on dit que la France est un pays où finalement il y a une très grande porosité des bases de données et où il y a un nombre de data leaks très important. Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose à faire? Bien sûr, il y a l'action des forces de police et de gendarmerie, des magistrats, mais est-ce qu'il n'y a pas en amont une question de prévention et de sollicitation? Enfin, quand je dis sollicitation, c'est le terme diplomatique, mais de toutes les administrations, les ministères, en leur disant bon, maintenant ça suffit. Alors je sais que le Premier ministre a fait des annonces récemment à la suite des fuites de la NTS, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment une prise de conscience de ce problème-là? Longtemps on a dit, vous savez, il y a le problème de l'empreinte numérique. On laisse tous une empreinte numérique avec l'affaire, vous savez, de la première élection de Trump aux États-Unis. Il y a eu le scandale de Cambridge Analytica,
Et on a révélé qu'avec 68 likes sur Facebook, on arrivait à déterminer à peu près à 90% la couleur de peau, les appétences sexuelles et les tendances politiques d'une personne. Ça laisse quand même, ça laisse, non pas rêveur, mais c'est inquiétant. Ça nous montre bien qu'aujourd'hui, la protection de cette donnée, la protection des bases de données, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vraiment on a cette prise de conscience? Est-ce que vous avez, vous, en face de vous, des victimes qui disent, bon, maintenant c'est fini, on va faire quelque chose? Le constat qu'a posé tout à l'heure Sophie est quand même assez inquiétant. L'hygiène numérique, ça devrait être une priorité, quelle que soit la société, et quelle que soit l'entité, surtout. Ce qu'on observe, c'est que en raison du risque réputationnel, beaucoup de sociétés ou d'entreprises, comme l'a dit Madame de Montblanc, ne déposent pas plainte ou ne signalent pas. Et découle de cela, et je le redis comme tout à l'heure, s'il n'y a pas de signalement, c'est un enchaînement derrière d'infractions et de commissions d'infractions très graves qui arrivent jusqu'à la séquestration crypto. Puisque dans ces cas-là, c'est justement l'absence de signalement d'une fuite initiale qui nous a fait constater, parce qu'il n'y avait pas que des gens très connus du monde crypto, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont été touchés. C'est vraiment cette fuite qui n'a pas été signalée qui nous a mis à tous dans la difficulté pour identifier les potentielles victimes. Donc oui, je dirais qu'on est encore perfectible. Il faut encore mettre en place et généraliser la double authentification. Je pense même qu'à un moment donné, les sociétés devraient se poser la question des sous-traitants et des intervenants ponctuels, parce que souvent la faille réside dans ces intervenants ponctuels et dans ces sous-traitants. Donc on a encore pas mal de chemin à faire sur l'hygiène numérique. Mais je pense qu'on a un spécialiste qui peut nous dire plus de choses à ce propos. C'est moi qui dois dire si l'État est bien sécurisé ou pas. Je suis le seul qui n'est plus. Non, mais il y a des responsabilités qui sont multiples. Est-ce que la prise de conscience, elle est là? Je pense que oui, depuis un moment. Après, prise de conscience ne veut pas dire qu'on a les moyens. C'est des projets qui sont longs, c'est des systèmes qui sont complexes, qui sont, notamment quand on se rapproche des collectivités, pour sortir un peu de l'administration centrale, mais c'est beaucoup d'interconnexions de systèmes différents qui sont souvent très exposés. On a eu le parallèle des hôpitaux pendant longtemps, donc c'est pas facile à mettre à niveau, à sortir de cette obsolescence et à mettre ça avec les dernières technologies. Ça coûte de l'argent. Il faut des moyens, et il n'y a pas de secret en ce moment en France, l'argent on court après pour tous les domaines. Donc tout ça, mis bout à bout, ça ne nie pas la responsabilité de l'État, il faut qu'il mette plus d'efforts. Et puis souvent on a tendance, là on a des annonces parce qu'il y a beaucoup de fuites de données, mais on a eu ça sur le terrorisme et sur pas mal de sujets. On est toujours plus allant quand il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire après une catastrophe ou après un drame, on déclenche les moyens, c'est souvent malheureusement comme ça, alors que l'hygiène, la prévention, enfin dire tous autour de cette table, ou aux filles, qu'on en parle depuis des années, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. La conscience est là, les annonces sont bonnes, est-ce qu'elles sont suffisantes? Sûrement pas. Le problème souvent c'est les moyens et la vélocité. Les attaquants, ils n'ont pas ce problème-là, ils vont vite. Nous, on a une forme d'inertie collective qui nous met parfois en difficulté. Pascal, un complément? Oui, un petit complément. Effectivement, il faut distinguer les différents acteurs parce qu'effectivement, les grandes entreprises ont tendance à se protéger davantage parce que elles ont peut-être plus de moyens, etc. Quand on descend aux moyennes ou petites sociétés, effectivement, c'est moins le cas. Et puis après, effectivement, les délinquants ne sont pas bêtes non plus, ils réfléchissent. Et, là où auparavant on songeait à voler un vol de véhicule en crochetant la serrure, et bien effectivement, maintenant, on peut imaginer attaquer, et c'est déjà arrivé par le passé, attaquer les systèmes d'information de constructeurs automobiles, et en plus nos véhicules sont de plus en plus connectés, pour récupérer des codes qui vont pouvoir permettre de voler un véhicule sans effraction, voire de le reprogrammer. Et effectivement, on a des vulnérabilités dans le paysage qui sont partout. Si on accède au système d'information qui gère la plateforme de Roissy, et notamment les bagages, c'est pareil, ça peut être source d'infraction, de commission d'infraction intéressante. De la même manière, si vous accédez au système d'information de gestion du port et des containers au Havre, vous imaginez les capacités de manœuvre que vous pouvez avoir. Donc effectivement, et alors on part des grandes entreprises, effectivement, où là elles commencent à se protéger davantage. Dans les entreprises de taille un peu plus modeste, effectivement, c'est une prise de conscience progressive, mais qui n'est pas encore mature. Et puis, il faut descendre jusqu'aux individus, nous tous, parce qu'effectivement, notre hygiène numérique aussi peut être source, quand on est responsable, quand on est à la tête d'une société, quand on a une importance quelconque dans le dispositif, et qu'on pourrait faire l'objet d'une atteinte aux personnes, effectivement, on est vulnérable. Et surtout, d'autant plus exposé sur le net. Voilà. Alors, je vais peut-être
être un peu caricatural, mais quand on parle par exemple de lutte contre la prostitution, on dit qu'il faut commencer par attaquer le client, et puis on ira s'intéresser aux proxénètes. Et d'autres qui disent qu'il faut s'intéresser aux proxénètes parce que c'est là où on a vraiment le réseau de prostitution. Dans le stupéfiant, on a la même chose. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut lutter contre les narcotrafiquants, et d'autres qui vous disent qu'il faut commencer par le consommateur. Dans le domaine justement qui nous intéresse, est-ce qu'il faut s'intéresser aux personnes ou vraiment viser les infrastructures, les plateformes? Alors, je veux dire, dans certains cas, on voit que c'est les personnes toutes seules, mais elles ne sont pas forcément toutes seules et comment dirais-je, sans contact avec d'autres groupes. Lucille, comment aujourd'hui peut-on être efficace justement en visant ces plateformes, en essayant de reconstruire un circuit très industrialisé finalement, avec des partenaires, des acteurs partenaires qui agissent chacun dans leur domaine? Et finalement, est-ce que c'est ça la clé de la solution? Alors, il faut évidemment faire les deux. C'est-à-dire que quand on s'attaque à un phénomène, il faut s'attaquer aux petits et aux gros. Donc, le trafic de stupéfiants, le trafic de cité, mais aussi l'importation de stupéfiants. Et là, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut identifier et interpeller les auteurs des vols de données, etc., les escrocs qui utilisent toutes ces technologies, enfin toutes ces données issues de la cybercriminalité, mais il faut aussi s'attaquer aux infrastructures. C'est ce qu'on fait à la section J3. On s'attaque globalement à toutes les infrastructures, toutes les structures qui aident la criminalité organisée ou la cybercriminalité dès lors qu'elles ont un aspect cyber. Donc, par exemple, le dossier SkyECC, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est cette solution de téléphonie chiffrée qui a été utilisée par tous les trafiquants stupéfiants du monde entier. On a fait un gros dossier, on s'est attaqué à l'infrastructure, la société, etc. On parlait là des vols de véhicules à l'aide de petits boîtiers qui permettent de pirater les clés, en réalité. Et bien là, on fait des dossiers, et très régulièrement, contre toutes les personnes qui mettent à disposition des voleurs ces petits boîtiers. Donc on a fait plusieurs dossiers, c'est d'ailleurs des dossiers qui peuvent être très très intéressants, c'est un des intérêts de s'attaquer à l'infrastructure, c'est qu'au cours de l'enquête, on saisit énormément de données qui va nous permettre de rebondir sur tous les voleurs. Typiquement, je passe à une affaire, on a saisi les serveurs de la société qui mettaient à disposition les petits boîtiers, et dans ces serveurs, on avait les données qui ont permis d'identifier tous les voleurs qui avaient commis les vols des véhicules. Alors, pas tous, parce qu'il y en a qui étaient un peu mieux camouflés que ça, mais en réalité, on a identifié des milliers et des milliers de voleurs qui avaient commis des vols sur l'ensemble du territoire national. On s'attaque aussi aux infrastructures des forums cybercriminels. Donc, on a évidemment fait un dossier contre Bridge Forum. Alors, on n'en est pas au premier dossier, on a fait un Bridge Forum 1, un Bridge Forum 2, et on continuera dès lors que ces infrastructures assistent les cybercriminels à les démanteler au fur et à mesure. On fait des dossiers contre les infrastructures purement cyber. Dès qu'on peut faire un dossier sur un botnet, on le fait. C'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est des dossiers qui ont une dimension très internationale. Mais s'attaquer aux infrastructures et à tous ces moyens qui sont mis à la disposition des cybercriminels, c'est un des angles stratégiques majeurs qu'on essaie de développer au niveau de la section J3. Et Pascal, par rapport à une interpellation plus classique, qui est plus complexe pour démonter une plateforme? Pour démonter une plateforme, alors je dirais que pour démonter une plateforme, alors quelques exemples, Coco qui a pu être démantelé avec un administrateur principal qui a été mis en cause, drainait toute une criminalité alors diverses et variées. On passe des actes de pédophilie à la mise à disposition de sa femme pour des viols, affaire Pélico, tout ça c'est Coco. Des gens qui communiquaient via cette plateforme également pour échanger dans le cadre de la Ligue anti-pédo. Ils piégeaient des gens pour leur extorquer de l'argent, voire les battre, voire certains qui ont pu finir par être tués, effectivement, dans le nord de la France. Donc effectivement, cette plateforme, il s'agissait d'identifier l'administrateur d'une part et de faire tomber la plateforme, d'éviter qu'elle ne renaisse après. Et derrière, après, il y a saisie des serveurs et puis exploitation des serveurs pour identifier tous les gens qui ont utilisé cette plateforme, les clients. Voilà. Voilà pour les plateformes, et on a des plateformes, je parle de Coco, mais vous avez la même chose pour des faits de prostitution. Effectivement, en France,
il y a beaucoup moins de prostitution de voie publique, mais ça s'est retranché sur le net, bien évidemment. Les stupéfiants sur la voie publique, de plus en plus, il y a parfois des entraves. Donc effectivement, on aboutit à des services de livraison à domicile et des plateformes encore. Donc effectivement, lutter contre ces plateformes avec l'aide de la nouvelle infraction, effectivement, c'est très utile et très pertinent. Je peux vous donner d'autres exemples de cette stratégie. Par exemple, le dossier Telegram. C'est pareil, c'est parce qu'on constate que Telegram participe en tout cas facilite la commission d'un grand nombre d'infractions qu'on s'est emparé de ce dossier-là à la section J3. On fait aussi quelques dossiers sur des services de VPN cybercriminels, c'est-à-dire des services de VPN qui vont être mis à disposition dans leur communication, etc., uniquement pour des cybercriminels. Si un service de VPN fait toute sa publicité en ligne, toute sa communication autour du fait qu'ils ne répondront pas du tout aux réquisitions des forces de l'ordre et qu'ils sont très pratiques pour être utilisés dans le cadre de la cybercriminalité, et ben dans ce cas, on ouvre le dossier dessus. La difficulté, c'est l'aspect international de ces dossiers. Si les administrateurs sont situés à l'est de la France. Quand vous regardez ce tableau, vous voyez qu'il y a 3 acteurs publics, régaliens, et un acteur privé, François Desrosiers. Bon, qui était aussi un acteur public quand il était à l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Il y a une question qui était posée dès 2004 dans notre rapport. À l'époque, j'avais conduit avec des personnes de la BFT, maintenant BL2C, et de la gendarmerie, un groupe de travail au ministère de l'Intérieur sous l'autorité de Thierry Breton. Et dans notre rapport, on a dit l'État ne pourra rien faire seul. Le public, le privé ne pourra rien faire sans l'État. Donc, c'est d'ailleurs une des idées qui a été à l'origine du forum de Lille en 2007, c'est décloisonner, faire parler ensemble le public et le privé, faire agir ensemble, coopérer, mais opérer, ça veut dire, c'est pas comment dirais-je, une manière un peu subordonnée, c'est à côté, faire travailler ensemble le public et le privé, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera en matière de lutte contre la cybercriminalité. Chacun d'ailleurs restant dans son domaine. Alors, François, qui avait été dans le public et maintenant dans le privé, finalement, comment peut-on aujourd'hui caractériser l'apport d'une entreprise privée comme la vôtre dans le cadre de la conduite d'enquête auprès des magistrats ou des policiers et des gendarmes? D'abord, pour expliquer rapidement, Sequoia, on fait une plateforme de détection et de réponse aux attaques cyber, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, et on a un volet renseignement sur les menaces intégrées, ce qui est la partie qui va nous intéresser là dans le cadre de cette table ronde. Un peu d'histoire, mais j'ai rejoint Sequoia parce que à l'ANSSI, j'en avais marre de dire à toutes les notes de ministres de cabinet, Microsoft a dit, Palo Alto a dit, CrowdStrike a dit, et nous, la France, on ne dit pas grand-chose et pas souvent sur l'analyse de la menace, l'assessment. Donc j'ai rejoint Sequoia en ayant l'ambition d'avoir un acteur privé de la stratégie d'intelligence française qui soit, j'ai l'air compétent. Et après, dans le cadre de cette coopération, j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup travaillé avec Johanna Brousse quand j'étais à l'ANSSI. Du coup, ça tient aussi sur la confiance et des relations personnelles, mais ça a permis de débloquer quelques verrous au début, de tester quelque chose. Donc nous, on a 2 méthodes de coopération, si je résume régulièrement. On a des échanges quotidiens avec les différentes équipes du ministère de l'Intérieur et des différents officiers de police judiciaire, dans lesquels on va nous demander, pour contribuer à des opérations type endgame ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous savez sur telle menace, sur tel malware, sur tel code. Et nous, on va essayer de lancer, de donner tous nos éléments d'infrastructure. Par exemple, il y a un dossier sur endgame où tous les lundis, on envoyait nos nouveaux dossiers d'infrastructure sur une menace particulière, en espérant que ça aide à combler une pièce du puzzle, parce que comme ça a été dit, c'est très international. Là. Donc, chaque pays ramène ses pièces du puzzle jusqu'à ce qu'on ait une photo à peu près cohérente pour lancer des actions. Et puis, il y a d'autres volets où nous, on découvre des choses. Je pense à une opération sur un malware chinois qu'on a fait en lien avec le parquet et le ministère de l'Intérieur et des pays étrangers, où nous, on va découvrir un moyen de désinfecter un malware sur plusieurs milliers d'équipements dans plusieurs pays. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Et donc là, on est réquisitionné par le ministère de la Justice pour déjà avoir un cadre cohérent de travail, c'est-à-dire pouvoir donner des données, en recevoir, travailler ensemble dans un cadre de secret d'instruction, tout simplement. Et puis être accompagné pour aller à Europol, soutenu par un accord public-privé. On n'arrive pas tout seul, on est soutenu par l'État qui peut expliquer notre cadre législatif, notre façon de travailler, et du coup mettre en avant tout ce qu'on peut apporter à ce genre d'opération. Donc c'est soit nous, on découvre des choses, on les soumet,
et on regarde, j'allais dire, de la charge de travail, de est-ce qu'il y a un dossier ouvert, de est-ce que c'est important, on lance une coopération, ou alors les autorités nous sollicitent dans un cadre un peu plus formel pour dire qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur ce sujet-là. Et on a ça depuis quelques années maintenant avec pas mal de succès. Si je reprends ce malware chinois parce que pour nous il était important, on a travaillé avec une vingtaine de pays, on a trouvé des accords pour faire la désinfection avec 10 pays, parce que c'est pas si simple de trouver des accords. Qui appuie sur le bouton quand il faut démanteler, désinfecter des équipements dans un pays étranger. Et on a coopéré également avec le FBI à la fin pour désinfecter à peu près 5000 équipements sur le département, le DHS américain. Et tout ça en lien avec le parquet et le ministère de l'Intérieur. Ça me fait penser à l'affaire Retadoc. Retadoc, c'était une opération par des services qui était pilotée depuis un serveur de commande contrôle dans la région parisienne. Et si on n'avait pas eu Avast, qui est un offreur de cybersécurité tchèque, qui avait dit à la gendarmerie, il y a un truc qui est bizarre sur mon serveur dans la région Île-de-France, on n'aurait jamais connu ça. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, ni à Beauvau, ni à Valard, on a la cartographie instantanée en temps réel de la cybercriminalité, comme l'ont Norse, comme l'ont Kaspersky, comme l'ont McAfee, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que même sur la connaissance instantanée, quand on sait que Kaspersky, c'est 400 millions de sondes dans le monde, c'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est 400 millions de sondes qui vous envoient des informations sur les clients. C'est là où on voit que la coopération publique-privée est importante. Justement, vous avez parfaitement raison en général. Nous, nos clients nous aident à suivre justement ces attaques, parce qu'on doit suivre ça au quotidien. On a une vélocité plus rapide. Et si je reprends cet exemple, le serveur était au Japon, là, en l'occurrence, pour le malware chinois. Ça nous a coûté 7 $. Je prends ça comme exemple parce qu'acheter un serveur à 7 $ en moins de 2 minutes quand il est libre, c'est une prouesse technique, moi, quand j'étais dans l'État. Sortir 7 $ en 20 minutes, c'est quasiment impossible sans faire 200 papiers. Donc, on a aussi cette capacité à parfois aller plus vite. Lucille, du côté du parquet, comment elle s'organise cette coopération avec le privé, justement? Je crois qu'on vient de l'aborder, mais vraiment, évidemment, je suis prête à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a besoin de toutes les forces actives sur cette matière. Déjà, c'est bien souvent le privé qui nous aide et qui aide les services d'enquête en cas d'attaque à analyser le matériel de la victime. En réalité, c'est quand même le prestataire privé ou le service informatique de la grande entreprise privée qui va apporter la majorité des éléments techniques qui vont nous permettre de rebondir. Donc déjà, là, on a une coopération absolument indispensable et les services d'enquête nouent de très bonnes relations avec les techniciens qui sont dans le privé. Donc ça, c'est au niveau vraiment affaire par affaire, et au niveau plus stratégique, comme il venait d'être dit, nous, on est alimentés régulièrement par des rapports de Sequoia, des informations qui nous viennent, et inversement, on sait qu'on peut compter dans un cadre, et c'est toute la petite difficulté, hein, c'est d'établir ce cadre pour que chacun reste bien dans ses missions et qu'on arrive à travailler ensemble, chacun avec ses missions, dans un paysage international où le privé n'a pas toujours non plus, le partenariat public-privé n'a pas toujours la même forme que ce qui se fait en France. En France, c'est quand même beaucoup plus récent que dans d'autres pays. Donc ça se construit, et la relation se construit petit à petit. Et c'est vraiment un des sujets passionnants de la cyber, c'est cette multiplicité d'acteurs qui peuvent concourir à un but commun. Sur un plan purement juridique, pardonnez-moi pour les non-juristes, en fait, la relation entre vous et Sequoia, c'est la réquisition en personne qualifiée. C'est-à-dire qu'en fait, comme au monde réel, si je puis dire, on va faire une réquisition à un serrurier pour ouvrir une porte. Rassurez-vous, c'est plus que ça pour Sequoia. Mais en fait, votre lien juridique, il est là. On peut faire comme ça. Après, on peut faire autrement. C'est-à-dire que quand il nous apporte un rapport, on le judiciarise comme on fait habituellement. On peut le joindre s'ils sont d'accord. Donc, on n'a même pas besoin de réquisition. Après, si on veut les faire intervenir sur un point précis, on peut le faire dans le cadre d'une réquisition judiciaire. Ce qu'on fait généralement, ça permet effectivement de donner un cadre à ce partenariat. C'est pas obligatoire, il pourrait amener aussi des éléments volontairement et contribuer comme quelqu'un qui apporte de l'information finalement et qui agit dans son propre cadre, mais simplement qui apporte de l'information à l'enquête. On le fait aussi de temps en temps. Mais si on veut les faire intervenir sur un point précis, on va faire une réquisition judiciaire. Il faut protéger juridiquement l'intervention ou le résultat. Si oui, puis soumettre des informations régulièrement, ça pose aucun souci. Par contre, s'il y a une plainte et qu'il y a une victime et qu'il y a des données, pour que mes équipes travaillent sur ces données-là
dans un cadre d'instruction, il faut une réquisition parce que sinon je ne peux pas accéder à des données de victimes. Du coup, il y a des contraintes. Je n'ai pas le droit de publier, d'en parler par papier, tout ça, ça nous va bien. Mais voilà, un cadre qui est différent parce que et lors que vous accédez à une partie de notre dossier qui est secrète. Donc effectivement, si on partage la stratégie, dans ce cas, il faut faire dans le cadre d'une réquisition. Oui, un petit complément, effectivement. Le point qu'on aborde là de partenariat public-privé, il existe et il fonctionne assez bien au niveau national, mais également au niveau européen, puisque Europol invite régulièrement et tous les ans à son événement cyber organisé en septembre des entreprises privées de tous horizons, que ce soit de l'Union européenne, voire au-delà, pour participer, pour échanger. Et effectivement, on est dans un écosystème où les informations, alors dans un cadre juridique adapté, effectivement sont échangées. Et je voudrais rajouter un complément qui est au-delà même du partenariat public-privé. On a également les services d'enquête, des possibilités de coopération et d'échange d'informations avec un cadre juridique qui est adapté, avec des services de renseignement, des GSE, des GSI, et effectivement, qui s'intéressent, notamment des GSE, qui s'intéressent de plus en plus à la cybercriminalité également. Avant de vous redonner la parole avec Ève, François, puisque vous avez parlé d'Europol, vous travaillez dans un groupe avec EC3, donc Européenne Cybercriminalité, je ne me souviens plus exactement du cycle, peu importe. Vous travaillez notamment sur les takedowns. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est, les takedowns, par rapport au nom de domaine, par rapport Donc justement, le sous-groupe dans lequel on est membre de l'EC3, qui est un sous-groupe technique qui réunit des éditeurs qui justement partagent des informations, qui ensuite bénéficient à toute la communauté judiciaire et policière en Europe, qui dit justement à faire ce puzzle et à mettre les pièces. Un takedown, c'est pour conduire leurs attaques, les groupes organisés, ils ont une infrastructure informatique. Ils ont des serveurs, ils ont des sites web, ils ont des noms de domaine, ils ont des machines en gros, qu'ils utilisent pour ensuite taper différentes victimes. Et c'est justement ce puzzle-là qu'on essaie de reconstruire à plusieurs, parce que tout seul on n'a qu'une vision de leur dette, et c'est ces informations-là qu'on donne au quotidien pour essayer à un moment, quand on en a suffisamment, que les forces de l'ordre puissent dire là on va lancer une opération collective, commune, il y a une question de temps, de synchronisation, pour saisir, toute cette infrastructure au même moment. Mais c'est la même chose que dans notre affaire, que de saisir les véhicules, de fermer la maison, de récupérer tous les actifs qui sont là pour le coup numérique, pour des investigations, et surtout pour faire tomber cette infrastructure pour qu'elle ne fonctionne plus. Évidemment, les attaquants sont résilients, donc ça revient régulièrement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que ça leur coûte du temps, ça leur coûte de l'argent, et ça nous fait des victoires, et c'est toujours bon à prendre, et ça montre aussi qu'on ne se laisse pas faire. Ah oui, pardon. Je voulais plus parler des takedowns, mais il faut bien voir que c'est vraiment l'image du puzzle est très intéressante parce que il y a cette coopération qui va se mettre en place au niveau police pour que techniquement chaque service de police sache ce qu'il peut faire, et c'est organisé en réalité au niveau justice puisque on compare chaque pièce du puzzle et les moyens juridiques de chaque pays. Et à l'aide de tout ce qu'on a, après, entre nous, à Eurojust, donc, qui est le pendant d'Europol, mais pour les magistrats, à Eurojust, on se met d'accord entre tous les pays d'une opération sur qui va faire quoi concrètement et comment, juridiquement. Il faut imaginer qu'il y a des opérations où il y a 10 pays différents autour de la table, chacun amène sa pièce et on se met vraiment d'accord entre nous. Alors qui va saisir tel serveur situé aux Pays-Bas, donc ça va être en Inde aux Pays-Bas, qui va saisir le nom de domaine, qui va saisir des serveurs, il peut y en avoir des dizaines. Et donc tout ça se met en place dans des opérations qui sont assez complexes, mais qui marchent bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple de l'été dernier, l'opération Eastwood, qui est donc ce groupe No Name, qui est le groupe pro-russe qui s'attaque aux pays qui commet des actes DDoS à l'encontre des entités des pays qui sont des alliés de l'Ukraine. On a fait un démantèlement avec, je pense qu'il y avait au moins 12 pays européens plus les Américains, tout le monde autour de la table pour coordonner le takedown des infrastructures de ce groupe No Name, qui a assez bien fonctionné puisque le groupe No Name a été déconnecté de tous ses réseaux et les serveurs ont été saisis pendant quelques jours ou quelques heures parce qu'ils avaient gardé des sauvegardes et l'infrastructure a été reconstruite quelques jours après, ils ont pu reprendre leurs activités de plus belle. Mais ça a permis quand même de montrer qu'au niveau européen, on était capable d'agir, qu'on était dessus, donc de montrer et d'acquérir aussi de la donnée et de la connaissance judiciaire pour pouvoir poursuivre les investigations sur les attaques à venir. Alors vous avez parlé d'Europol et d'Eurojust, je le dis pour nos amis qui ne sont pas encore allés à La Haye, si un jour vous allez à La Haye,
il y a un boulevard, à droite, enfin ça dépend comment on prend le boulevard, Europol, un bâtiment, à gauche, Eurojust. Il suffit de traverser le boulevard pour passer de l'un à l'autre. Quand vous rentrez dans le bâtiment Europol, vous avez toutes les délégations des 27, plus les Américains, plus les Britanniques, puisqu'ils sont restés, les Australiens, et les Colombiens, et les Canadiens. Et en fait, quand il y a un problème en France, on traverse le couloir, et on est avec les Italiens ou les Belges, vous avez le même problème, et c'est comme ça que tout va très vite. Et s'il y a une réussite de l'Europe, il y en a peut-être d'autres, je vous rassure, mais vraiment, Europol, Eurojust en est une, et on le voit le nombre de fois où des groupes tombent grâce à cette coopération. Et quand on voit, par exemple, souvent, on a le compte-rendu avec tous les logos de tous les intervenants, c'est très intéressant, très intéressant. Donc, il faut imaginer que tout le monde intervient à la même minute, c'est-à-dire qu'en fait c'est coordonné depuis Eurojust et Europol, et à la même minute tous les services d'enquête de tous ces pays-là vont appuyer et mettre en route la tâche qui a été vraiment précisément prévue pour eux, quoi. Pour le coup c'est particulièrement le cas en matière cyber. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, un petit complément là sur les takedowns. Effectivement, moi j'ai un bon exemple en tête parce que au début, quand je suis arrivé à la division des opérations de l'unité nationale cyber, l'une des menaces rançongicielles les plus prégnantes dans le monde, c'était Lockbit. Et effectivement, en exemple de coopération interétatique, notamment avec les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., Lockbit est un bon exemple parce que effectivement, au moment où l'opération a été lancée, effectivement, les serveurs ont été coupés, le service a été saisi, une bannière, effectivement, la splash page du site a été... et en fait, on s'attaque également à la réputation du groupe, parce qu'il fonctionne beaucoup comme ça, et notamment avec des affiliés qui viennent, et quand ça fonctionne un peu moins bien, ou quand, effectivement, on leur porte des coups, effectivement, derrière, les attaques se font beaucoup moins fréquentes. Et après, on utilise tous les dispositifs juridiques que peuvent utiliser certains des pays. On n'a pas les mêmes cadres juridiques. Et aux États-Unis, par exemple, pour le cas de Lockbit, aller révéler l'identité de la tête, par exemple, ça, ils sont capables de le faire, et ils le font. Mettre sa tête à prix également, etc. Donc effectivement, on utilise toutes les ficelles pour mettre à bas effectivement un groupe, bon, même si il y a quelques attaques qui reviennent de temps en temps, mais effectivement, ça a apporté un coup important au groupe Lockbit et à tous ses affiliés. Europol, Eurojust, ça marche. Alors finalement, la coopération internationale, si je sors de ce réseau finalement assez soudé, Lucille, est-ce que finalement, la Convention de Budapest, 68 pays qui l'ont ratifiée, 150 qui l'appliquent plus ou moins au total, mais pas les Chinois, pas les Coréens du Nord, pas les Cubains, pas les Iraniens, pas les Russes. Quand on prend même le traité de l'ONU récent sur la cybercriminalité, c'est un traité au plus petit des médiateurs communs, si je puis dire, pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments divergents. Cette coopération internationale aujourd'hui, comment on peut la caractériser par rapport au sujet qui nous intéresse? Est-ce qu'elle est efficace sous réserve malgré une telle comment dirais-je, contrainte imposée par des pays qu'on va qualifier de cybervoyous? On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès considérables et ces conventions de Budapest, cette coopération Europol-Eurojust permet vraiment de faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais heureusement, parce qu'en matière cyber, on a vraiment besoin de travailler à l'international. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même des vraies réussites, on a des vraies avancées dans les dossiers. Après, évidemment, le fait que la Russie, pour ne citer qu'elle, mais ce serait pareil pour l'Iran, enfin pour les Chinois, beaucoup de pays ne coopèrent pas avec nous, ça pose des limites importantes dans les dossiers. Il y a une bonne partie des infrastructures cybercriminelles et des criminels cyber qui sont notamment en Russie ou dans ces autres pays, et on ne peut pas tout faire, en tout cas en judiciaire, donc on est régulièrement bloqué. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de travailler tous ensemble avec tous les pays pour que chaque pays apporte sa solution juridique pour essayer de couvrir le plus possible le spectre de ce qu'on peut faire, mais dans bien des cas, on finit par être un peu bloqué, en tout cas
en judiciaire pour récupérer la donnée, saisir la donnée, interpeller et mettre en prison les auteurs des infractions, un certain nombre d'infractions cyber. Alors on trouve d'autres moyens. La réponse judiciaire, c'est pas que de mettre quelqu'un en prison, ça peut être de décerner un mandat d'arrêt. Donc le cybercriminel russe, il va peut-être rester en Russie, mais il ne pourra plus voyager, parce que le mandat d'arrêt, il va être diffusé à l'international. Donc tant qu'il est en Russie, il est protégé, mais s'il sort, il a un mandat d'arrêt, donc ça peut l'embêter aussi. On arrive quand même à s'attaquer, comme je disais, aux infrastructures. On cherche l'argent quand on arrive à le trouver, voilà, mais parfois on bute aussi là sur les aléas de la coopération internationale. Donc il y a vraiment d'énormes progrès, ça reste quand même un frein réel dans nos investigations. Peut-être je peux rajouter quelque chose, c'est quand nous on est on a une limite et qu'on ne peut plus agir, on a quand même des dispositions aussi du Code de procédure pénale qui nous permettent de transmettre à la demande des services de renseignement les informations qu'on a acquises dans notre dossier. Et ces services de renseignement ont d'autres moyens d'action. Donc nos enquêtes judiciaires, elles vont peut-être être au plan judiciaire s'arrêter là parce que les outils judiciaires empêchent, il y a un principe de territorialité en procédure pénale qui nous empêche d'intervenir sur un pays étranger en dehors d'une demande d'entraide pénale. Voilà. Donc on va s'arrêter à un certain moment, pour faire simple, mais il y a d'autres, l'État dispose quand même d'autres moyens d'action et qui peuvent prendre le relais. Côté privé, vous collaborez également avec d'autres pays, notamment avec le FBI. Est-ce que vous voyez des tensions apparaître particulièrement? Les tensions, on voit plutôt des disparitions. Quand Trump a chahuté la CISA, chahuté le FBI, ils répondaient moins vite au message. Mais déjà, cette coopération, elle ne s'est pas décrétée de notre point de vue. Elle fait suite à un dossier qu'on a eu. Et du coup, les informations qu'on récupère, on a des canaux d'échange qui sont à peu près quotidiens avec le FBI, avec le cercle ukrainien, enfin, avec différentes personnes. Et ces informations qu'on récupère, au départ, on exprime que le fait qu'on les partagera si elles sont nécessaires aux autorités judiciaires ou policières de notre pays, voilà, pour poser le cadre au début. Et puis après, on travaille régulièrement. Par exemple, les Américains ont quand même plus de moyens, ils ont plus de force de frappe, ils ont plus de... Ouais, ils ont peut-être, je ne sais pas si c'est plus d'expérience, mais en tout cas, ils ont un volant d'outils qui est plus large pour faire la pression sur des groupes d'attaquants. Donc, effectivement, ils peuvent solliciter aussi plus d'éditeurs. Car les gens ont aussi envie de coopérer avec le FBI parce que ça nous fait du marketing, ça nous fait aussi de la bonne presse au-delà des opérations concrètes. Donc du coup, ils arrivent à récupérer pas mal d'informations. Donc ça, c'est effectivement très utile. Après, voilà, quand on sort dans les autres pays qui ont été cités, je me rappelle souvent d'un exemple il y a quelques années quand j'étais à l'ANSSI, mais il y a des côtés aussi parfois pas politiques, mais quand on avait identifié un serveur qui était utilisé en Crimée. Vous appelez les autorités ukrainiennes, ils vous disent nous la Crimée, on n'y met plus les pieds depuis un moment, depuis 2014 en gros, du coup on ne peut rien faire pour vous, il faut demander aux Russes. Et nous faire une demande d'entraide pénale, vous me corrigez si je me dis, faire une demande d'entraide pénale internationale aux Russes pour aller en Crimée, c'est un peu reconnaître que la Crimée est russe. Donc bon, on se retrouve parfois même sans, on se retrouve un peu bloqué pour même une raison géopolitique plus large, et du coup ça met des freins à pas mal de choses. Mais oui, elles fonctionnent, ils ont des droits différents. Souvent, c'est le fait de se mettre d'accord justement sur qui appuie sur le bouton, comment, dans quel cadre. Et puis le dernier cas qu'on a fait avec les Américains et la partie française, quand ils veulent arrêter, eux, ils veulent que tout s'arrête. Eux, ils ont fini. Leur mandat, pourquoi? Du coup, c'est est-ce que vous nous garantissez que vous coupez votre opération, que vous allez le serveur sur lequel on avait la main, qu'on va arrêter de regarder ce qui se passe dedans à la date que eux, ils ont choisi. Donc ça faisait 6 mois qu'on faisait l'opération, on avait déjà fait le tour, donc c'était bon, mais c'était voilà, nous on ne va pas prolonger notre mandat, du coup vous lâchez les serveurs et vous redonnez au domaine public. Ils ont parfois aussi des moyens de pression. Oui, vous imaginez bien que quand on dit on se met d'accord à 10 pays, c'est pas non plus toujours si simple, hein, voilà. Et effectivement, les Américains, au plan judiciaire, ils ont d'abord l'énorme moyen qu'ils ont. Ils ont Meta, Google, etc. Donc c'est eux qui ont accès à toutes ces données-là et on a besoin d'eux dans quasiment toutes nos enquêtes cyber. Nous, c'est notre premier partenaire, avec quelques partenaires européens, mais c'est notre premier partenaire en coopération internationale et ça fonctionne encore, et heureusement. Dès lors qu'il s'agit de saisir un nom de domaine, globalement, il faut passer par les Américains. Dès qu'on veut accéder à un Google Drive, un compte Gmail, etc. Donc en fait, c'est vraiment... quotidien, enfin, on fait des quotidiens pour les services d'enquête, mais on est très régulièrement aussi en relation avec nos homologues américains. Voilà, c'était juste pour faire cette petite précision, et effectivement après, quand il s'agit de se mettre d'accord, les intérêts sont parfois un peu divergents, donc ça donne parfois lieu à des discussions animées, mais on arrive toujours à s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf non plus. Hein.
Non, simplement oui, par rapport à la géopolitique, on aurait pu se dire qu'avec les États-Unis ça allait devenir très compliqué, et bien au contraire, effectivement, on collabore beaucoup. Bridge Forum, par exemple. Pareil avec l'Ukraine, avant la guerre, c'était peut-être plus compliqué, mais XSS, c'est aussi cette collaboration qui en est le fruit. Donc nous, on a qu'à se louer justement de ces opérations qui demandent justement beaucoup de préparation. Mais quand nous, au 36, on reçoit, le jour on avait une dizaine de pays différents qui se calent pour une grosse opération à venir et effectivement qui prennent en compte les divergences législatives de chacun, on se dit que voilà, on avance quand même dans le bon sens et que sous l'égide d'Europol et des pays associés, on arrive quand même à lutter sur le haut du spectre justement de la cybercriminalité et mettre à bas toutes ces plateformes. Bon, on arrive bientôt au terme de notre petit déjeuner, mais il y a quand même une question qu'il faut qu'on pose, celle de l'intelligence artificielle. Certains disent que l'intelligence artificielle c'est un atout pour la cybersécurité, d'autres disent que l'intelligence artificielle c'est un moyen extraordinaire dans les mains des cybercriminels. Finalement aujourd'hui, dans les enquêtes que vous dirigez, la section J3, que vous menez à la BL2C, à l'UNC ou bien à l'OFAC, est-ce qu'on voit déjà apparaître cette pénétration, si je peux dire, de l'utilisation de l'intelligence artificielle par des délinquants, ou est-ce qu'on utilise, pour lutter, des moyens d'intelligence artificielle qui accélèrent les capacités? Pour l'heure nous concernant au niveau des enquêtes, on en est encore aux prémices pour nos délinquants, même s'ils apprennent très rapidement. Et comme tout à l'heure nous l'avons déjà dit, nos délinquants autodidactes ont très vite compris que l'IA allait leur permettre d'acquérir très rapidement des compétences qu'ils n'ont pas. Donc là on est vraiment à un point de bascule. Et quant aux forces de sécurité intérieure, nous sommes nous aussi en train, et surtout nous sommes intéressés par cette thématique et nous sommes évidemment en train de prévoir nos propres outils puisque l'IA reste quand même un sujet avec les risques qui l'entourent et on ne peut pas la prendre en compte sans avoir d'abord appréhendé tous les risques de ces applications. Oui, allez-y. Oui, effectivement. Alors, dans les enquêtes, on rencontre encore peu, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est pas utilisé, mais effectivement, l'IA utilisée par des gens liés à de la criminalité organisée ou à de la criminalité tout court. En revanche, nous, effectivement, on voit des moyens d'utiliser l'IA pour accélérer ou faciliter le travail des enquêtes. Alors, j'en ai deux en tête. Plus ça va, plus on saisit de la donnée en quantité industrielle, j'allais dire. Il faut pouvoir la traiter et effectivement l'intelligence artificielle, on travaille sur ces aspects-là qui nous aiderait à traiter cette donnée d'une part et d'autre part je vois en matière de pédocriminalité également, si on peut épargner un peu les enquêteurs pour détecter les contenus pédopornographiques et les distinguer du contenu pornographique. Ça peut nous faciliter les choses et puis ça peut épargner un peu, préserver les enquêteurs. Voilà deux aspects. François, tu as pu identifier des modes opératoires qui n'auraient pas été possibles sans IA? Aujourd'hui, il y a toujours cette question de est-ce que je peux faire une attaque type étatique, ultra sophistiquée, complètement avec de l'IA. On n'a pas de ce cas-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très sur, comme ça a été dit, le passage à l'échelle, la vitesse, c'est-à-dire faire un déni de service beaucoup plus gros, beaucoup plus rapide avec de l'IA, ça marche très bien. Trouver des failles et les exploiter très vite, sans parler du sujet Mythos qui est sorti récemment, ça marche très bien. Par contre, faire l'attaque complète, c'est encore difficile. Donc on est vraiment sur ce traitement de vitesse et de volume. Donc ça marche pas mal. Et côté défense, c'est le gavet de bouclier. Hein. Déjà, nous, c'est un environnement ultra compétitif, donc si nous on ne fait pas d'IA, on meurt. Cyber, c'est has-been. S'il n'y a pas cyber et IA derrière, nous on met la clé sous la porte. Et on s'en sert aussi effectivement pour corréler des signaux faibles plus rapidement, pour traiter également un grand volume de données. Nous, on a tous les signaux d'alerte de ce qui sonne chez nos clients. On n'a pas besoin de savoir qui est le client derrière, on a besoin de savoir quelle est la menace qui a sonné et chez combien de personnes au même moment. Et ça, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses, y compris pour prendre de la réponse sur les systèmes d'information automatisés, rapides. Après, aller plus vite, c'est aussi se tromper plus vite. Hein. Donc, il y a toujours des freins, il faut toujours regarder, c'est pas non plus magique. Eh bien, nous arrivons donc à la fin. J'ai juste une petite question, alors elle est particulière. Devant vous, vous avez les candidates et les candidats à l'élection présidentielle de 2027. Et vous leur dites maintenant, par rapport à tel sujet, tel besoin, quelle est votre réponse? Alors, quelle serait la question, la demande que vous feriez
aux candidats à l'élection présidentielle. Quel est votre programme par rapport à la loi pénale, par rapport au... Alors que bien sûr, tripler les effectifs, augmenter les salaires... Quel serait finalement aujourd'hui votre souhait le plus cher? Moi, je me lance. Voilà, le secteur privé est Je me lance plus facile. Je vais en faire deux simples pour pas enfoncer les portes ouvertes, mais le cadre qu'on a de coopération avec les autorités il fonctionne, mais il mérite peut-être d'être clarifié et plus structuré pour qu'il y ait plus d'acteurs privés aussi qui se sentent investis de cette mission. Ça, c'est quelque chose qui ne me paraît pas inatteignable et qui devrait arriver un jour ou l'autre. Et puis nous, côté privé, c'est pas le tout de vouloir des champions européens et de couper les dépendances avec les États-Unis. Il faut aussi soutenir ces entreprises-là, je pense notamment aux investisseurs. Si on veut sortir de je finis par me faire racheter par un Américain et mon siège déménage, il faut changer quelque chose. Voilà, bon, si vous n'avez pas de... Très personnel et égoïste. Si, j'ai des souhaits, mais qui sont... Oui, pardon, j'ai une question, ça va me tirer. J'ai une question vis-à-vis de l'IA. Sachant qu'il y a aujourd'hui des clones de ChatGPT qui s'appellent FraudGPT et WormGPT, est-ce que vous envisagez des takedowns au niveau international pour bloquer ces infrastructures? Pour qu'on étudie la question, j'ai envie de dire, tout s'envisage. Donc, on ne l'a pas encore en catalogue de ce qu'on aimerait faire, mais on va regarder. Et disons que la difficulté, c'est de savoir si ces IA malveillantes, il y a Evil IA aussi, ont un lien avec l'activité cybercriminelle ou criminelle. Comme disait Madame le procureur, quand elle s'attaque à une plateforme, c'est parce qu'elle sait qu'il y a un lien avec l'action réelle sur le terrain ou la réalisation des infractions. Il faudrait qu'on arrive à établir que ces IA malveillantes qui sont créées ont un lien direct avec la réalisation des infractions pour aller les chercher. Oui. Juridiquement, je pense qu'on pourrait, après, il faut toujours aussi doser la quantité de travail que ça suscite par rapport à l'intérêt opérationnel et en quoi ça va mieux nous protéger tous. Donc si elles ne sont pas utilisées, c'est sûr qu'on n'y entend pas. Mais on va demander un rapport à quelqu'un sur ce sujet-là. J'ai pris la commande. Merci. Et puis autrement, une autre question, et j'aurais terminé. Dans le cas d'une attaque de prétexting qui est basée sur l'usurpation de la voix, vous avez entamé des négociations avec Microsoft pour stopper la diffusion de l'outil de clonage vocal. Non, pas encore, mais vous lancez des pistes en fait. Et l'avantage de notre parquet J3, c'est qu'il est toujours précurseur et qu'il nous conseille à chaque fois de tout tenter. Donc la cyber est en constante évolution et avec notre parquet de référence, parce que pour avoir travaillé sur d'autres thématiques, eh ben, à chaque fois on nous dit on tente. Voilà. Je pense que ça se tente. Et je pense qu'ils ont déjà démontré qu'ils avaient tenté pas mal de choses. Ah oui. Et quant à ma liste de Père Noël, voilà, c'est vrai toutes que les bonnes idées finissent par retomber sur les services d'enquête que je regarde. Franchement, ils sont... voilà. Et pour finir pour la liste au Père Noël, nous, on a un petit sujet qui nous intéresse en tant qu'enquêteurs, c'est la conservation de toutes ces données que nous récupérons et qui parfois pourrait faire une base conséquente qui nous permettrait de, de retrouver des signatures ultérieurement dans d'autres attaques, d'autres fuites de données. Et cette conservation, c'est vraiment un sujet. Donc, non pas que je veuille m'en prendre aux données personnelles de tout un chacun et être comme Big Mother. Néanmoins, voilà, cette conservation de la donnée, c'est un sujet, tant matériellement que juridiquement. Voilà, moi, ça serait ça. S'ils peuvent réfléchir, nos candidats, ça serait pas mal. Oui, moi j'ai également une petite idée parce qu'on a des cadres juridiques qui sont parfois contraignants, etc. Il s'agit au moins de ne pas aggraver la contrainte, d'une part, voire de l'alléger. Et quelques exemples, en matière d'OSINT, effectivement, on fait beaucoup de choses. Les données, on indiquait que les données sont volées. Après, elles circulent. Et à un moment donné, elles circulent sur le dark, sur le clear, et puis... on va dire, elles deviennent pratiquement publiques, ces données. Donc il ne faut pas que les services d'enquête aient des difficultés à utiliser des données, même si initialement elles ont été volées. Il ne faut pas un combat asymétrique où les délinquants auraient tous les droits et toutes les techniques à leur disposition, et puis les services d'enquête beaucoup moins. Et ça vaut pour l'OSINT, des données volées, etc., qui peuvent être utilisées, il s'agit simplement de préciser le cadre. Et puis pour l'IA, c'est la même chose. Effectivement, il ne faut pas qu'on aille se mettre des boulets aux pieds de notre côté, et notamment dans notre cadre national français, qui nous
qui nous occasionnerait de grosses difficultés dans les enquêtes. Voilà. Je fasse ma liste de courses aussi. Un peu technique. Non, mais nous, on a besoin quand même d'une réforme du code de procédure pénale sur la preuve pénale numérique, notamment, la perquisition numérique, etc. Pour le moment, on fait vraiment un peu rentrer des carrés dans des ronds parce que le code pénal a été pris il y a longtemps. Donc ça fait longtemps qu'on porte ça. On aura besoin aussi d'une solution, ce qu'on appelle une CGIP cyber, c'est-à-dire que c'est ce dispositif qui permet de négocier une sanction avec une entreprise privée notamment, qui est applicable pour le financier et pas en cyber. On pense que ça pourrait être financier. On a une petite liste de courses, c'est un peu technique. Très bien. Mélissa, est-ce que quelqu'un a des questions? vous n'avez pas une question? Si, j'avais une question pour vous. Pardon? Pour vous, j'avais une question. Il y a 20 ans, vous disiez au premier forum Cyber que voilà, la cybercriminalité était la nouvelle forme de criminalité du XXIe siècle. C'est quoi dans 10 ans, selon vous, le thème du 30e forum Cyber? Alors là, votre question est un peu vacharde, parce que vous dites dans 10 ans. Or, dans 10 ans, j'espère être encore vivant. Vous auriez dit, dans 30 ans, dans 40 ans, je ne serai plus là, plus personne ne pourrait me dire, vous avez dit des bêtises lors d'un petit déjeuner. Moi, je crois que quand on regarde un peu l'évolution du monde numérique, que le titre du forum 2036 pourrait être la lutte contre l'esclavage numérique, une question existentielle. Parce que je crois qu'on va de plus en plus redécouvrir l'impact humain de toutes ces technologies numériques. La lutte contre l'esclavage numérique, ça veut dire comment redonner à l'individu, au citoyen, sa liberté d'action, sa liberté de penser, sa liberté d'aller et venir dans l'espace numérique. Comment préserver son intimité, son identité, son unicité. Comment faire en sorte qu'il ait encore un libre choix, ne serait-ce que dans son comportement commercial, mais pas simplement dans son comportement commercial. Regardez les questions d'intelligence artificielle. Comment cette intelligence artificielle vient en conflit avec notre intelligence humaine. Et ça, je crois que ça sera de plus en plus une question fondamentale, existentielle. Si on n'y répond pas, à mon avis, on est mort, on est des zombies, nous sommes des esclaves numériques, et encore faut-il se poser la question de savoir si la vie a encore un intérêt particulier. Donc vous voyez que replacer l'humain au cœur de tous nos débats, toutes nos préoccupations, c'est ça que je dirais, mon candidat aux élections présidentielles. Comment faites-vous pour remettre la politique au cœur du numérique? Comment faites-vous pour remettre le citoyen en appétit de vous écouter dans vos discours, parce que vous allez lui parler de lui, de son avenir, de ses enfants, de ses petits-enfants? Je ne prépare pas ma candidature pour 2027. Mais vous voyez que c'est vraiment la question fondamentale. Alors on me dit, oui, mais tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas de business derrière. Ça c'est pas vrai. Il y a du business derrière. Il y a 10 ans, personne n'aurait parié sur des entreprises qui sont là pour détecter les deepfakes, des entreprises qui sont là pour faire du watermarking en matière de lutte contre le piratage de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, ça existe. Donc ça veut dire qu'il y aura, à mon avis, aussi du business qui va se développer pour protéger l'humain. Et c'est là la question, et je termine là-dessus parce que je ne suis pas là pour vous faire une conférence ni un discours politique, c'est là où va encore se poser de manière accrue la coopération publique-privée. Qui va faire le job? Qui va protéger le citoyen? Les régaliens, les forces régaliennes, police, gendarmerie, on leur a dit, votre mission c'est de protéger le citoyen. Avec éventuellement le concours de sociétés privées de sécurité, mais qui reste marginal. Regardez comme aux États-Unis, avec le plan Trump sur la cybersécurité publié il y a peu de temps, 31% de moyens régaliens en moins. Décapité. En revanche, augmentation des capacités privées, intervention du privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on réfléchisse sur cet équilibre public-privé dans la lutte contre la cybercriminalité et dans la protection des citoyens. Donc, pour moi, c'est un avenir, j'espère, radieux, mais passionnant. Parce que vous voyez qu'on va toucher vraiment le fond du fond et les éléments essentiels. Mais déjà aujourd'hui, avec nos intervenants, je crois qu'on a eu un petit déjeuner particulièrement intéressant. Je ne sais pas si on va pouvoir beaucoup laisser de place pour les questions. Ah oui, laissez-moi, voilà. Ça, c'est un dessin qui a été fait au Forum InCyber par notre dessinateur. On voit finalement le petit hacker. Et là, regardez, je suis désolé chérie, mais
je serais peut-être un peu en retard pour le dîner, on a un rançon logiciel aujourd'hui, mais tu peux déjà préparer le pain, je sais pas quoi, voilà. Et oui, je m'occuperai du pain sur mon chemin de retour. Bon, c'est très humoristique, comme tous les dessins qui ont été faits au moment du forum, mais ça résume, je crois, assez bien l'évolution de la cybercriminalité sur ces dernières années. Les amis, nous pourrions continuer, mais vous voyez, nous avons déjà dépassé l'horaire, et j'espère que cette séquence, merci à Sophie, et merci aux intervenantes et intervenants, vous ont permis de mieux comprendre les enjeux et vous porter jusqu'en 2036. Et donc, nous vous disons à très bientôt. Très bientôt pour nous, c'est le 11 juin. Et là, il sera question justement de l'intelligence artificielle et de la responsabilité de ceux qui la mettent en œuvre, notamment les personnes du COMEX. Hein, et c'est donc avec Futura et avec Jean-Pierre Laos-Louvière qui est ici présent que nous aurons ce petit déjeuner fort intéressant. Pas forcément trop juridique, il sera à la fois juridique mais aussi organisationnel, comme on dit. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin et merci encore à vous 4 ou 5, pardon. On peut vous applaudir.